Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Delru et je vous invite à me suivre afin de découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants qui, hélas, sont parfois devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous propose de les sortir de l'ombre. La place du Carrousel se situe entre le jardin des Tuileries et les ailes Denon et Richelieu du Palais du Louvre. La place du Carrousel tient son nom d'un spectacle équestre militaire, un carrousel, donné par Louis XIV du 5 au 6 juin 1662. Un carrousel était un spectacle équestre exécuté par des quadrilles de grands seigneurs, entrecoupés de scénettes inspirées de fables ou d'épisodes historiques. Certaines versions prétendent que cette fête eut lieu en l'honneur de la naissance de son fils le grand dauphin, voire afin de rendre hommage à son épouse et à sa mère. D'autres prétendent que le roi voulut impressionner Mademoiselle de la Vallière afin d'en faire sa nouvelle conquête. C'est lors de cette manifestation que le roi s'attribua le soleil comme emblème. Au moment de la Révolution, la place est rebaptisée Place de la Fraternité. Elle devient Place de la Réunion en référence à la journée du 23 Ventose en 1. Celle-ci vit la réunion et la fraternisation des gardes nationaux et de l'armée des Marseillais qui, désormais alliés, attaquèrent les Tuileries. Cette journée révolutionnaire marqua la chute de la monarchie constitutionnelle. Avant le XVIIe siècle, le lieu était constitué d'un terrain vague pris entre le palais des Tuileries et l'enceinte de Charles V, rendu inutile au XVIe siècle par la construction de l'enceinte des Fossés Jaunes plus à l'ouest. En 1600, un jardin dit de Mademoiselle, en référence à Marie de Bourbon-Montpensier, y est aménagé. Il est détruit en 1655. La place est créée en 1662 pour permettre la tenue du carrousel cité auparavant. D'une taille plus modeste qu'aujourd'hui, la place se trouvait entre l'hôtel de Longueville et la cour du palais des Tuileries, qui était fermée par une grille. Le ministre de la Marine, Arnaud de la Porte, y fut guillotiné le 23 août 1792, suivi par l'écrivain et conseiller du roi Jacques Cazotte le 25 septembre. La place est agrandie par phases successives au début du XIXe siècle, suite à la démolition des maisons de la rue Saint-Nicaise et de la rue de Rohan. Cette place était fréquemment utilisée pour les revues de la garde par Napoléon. Elle prend ses fonctions actuelles après l'achèvement du palais du Louvre dans les années 1850 et après la disparition du palais des Tuileries en 1883, qui ouvre la place à l'ouest sur l'axe historique. Entre l'arc de triomphe du carrousel et l'entrée du musée se trouvent deux statues d'Antoine-François Gérard, l'Histoire et la France victorieuse. Le 25 juin 1836, vers 18h, Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie et Madame Adélaïde, la sœur de la reine, quittent le palais des Tuileries pour rejoindre le château de Neuilly. Ils sont montés dans une voiture blindée, la Saverne. Contrairement aux usages de l'étiquette, le roi a cédé les deux places dans le sens de la marche aux dames. Lorsque l'équipage passe sous les guichets du Louvre, au niveau du pont du Carrousel, la garde rend les honneurs et Louis-Philippe sort la tête à la fenêtre pour la saluer. Un coup de feu retentit. La balle passe près de la tête royale et finit dans le toit. Le cocher poursuit son chemin sur ordre du roi, tandis que le terroriste est appréhendé. Il s'agit d'un anarchiste de 26 ans, ancien sous-officier, révolté contre la répression qui a suivi les journées de juin 1832. Il se nomme Louis Alibaud. Il a utilisé une canne fusil. Condamné à mort le 9 juillet, il est guillotiné 2 jours plus tard, place Saint-Jacques, à 5h du matin, afin d'empêcher les curieux de se rassembler. La place est tout de même encerclée par 6000 soldats, au cas où. Avant de tomber sous le couperet de la guillotine, Alibaud déclara « Je meurs pour la liberté, pour le peuple et pour l'extinction de la monarchie ». Dans son jeune âge, Madame de Jarente épousa le marquis de la Croix, officier général au service de l'Espagne. Demeurant souvent seule, elle prit pour amant le vice-légat Monseigneur Aquaviva, habitant Avignon. Elle se transforma rapidement en despote.
Veuve, elle s'exila à Lyon où elle tomba gravement malade. Des disciples de Martinez de Pasquali, thaumaturge et ésotériste, la sauvèrent in extremis. Remise sur pied, Madame de la Croix se réfugia à Paris pour y étudier la magie et l'occultisme, s'entoura d'alchimistes et de magiciens, et prétendit être entourée d'esprits invisibles. Elle ouvrit une sorte de salon de la guérison dans ses appartements, action qui finit par se retourner contre elle. Un jour, un homme prétendit avoir signé un pacte avec le diable et demanda à la veuve de l'exorciser. Elle appliqua sur le ventre du pécheur de l'eau bénite et des reliques afin d'extraire le mal. Le patient avait beau se débattre, hurler, le diable demeurait en lui et révéla les plus vils péchés de la dame, en de menus détails. Anéantie, la magicienne renonça à ses séances et implora Dieu de la pardonner. Était-ce réellement l'œuvre du démon, ou s'agissait-il d'une vengeance savamment orchestrée par une servante congédiée de peu? L'histoire ne nous donne pas la réponse. Si la place attire autant les touristes aujourd'hui, ce n'est pas pour son histoire, mais pour son arc de triomphe. À peine devenu empereur, Napoléon Ier rêve de transformer Paris en une nouvelle Rome, glorieuse, magnifique, admirée de tous. Il souhaite également immortaliser le souvenir de ses conquêtes. Victorieux à Austerlitz, l'empereur décide de se faire construire un arc impérial à l'entrée de son palais, les Tuileries, afin d'asseoir son pouvoir. Le 13 février 1806, il demande aux architectes Pierre-François Fontaine et Charles Percier de lui en dessiner les plans. Les deux hommes s'inspirent des arcs de Septime Sévère et Constantin à Rome. Les architectes remettent leurs dessins un mois plus tard, le 12 mars, et les fondations sont coulées en avril. La première pierre est posée le 7 juillet. 19 médailles, toutes à l'effigie de l'empereur bien sûr, ainsi que quelques pièces de monnaie de l'époque, sont déposées par l'architecte Fontaine sous la 4e assise du pied droit, à droite, en entrant sous l'arc par la cour des Tuileries. Le 20 novembre, les colonnes de la façade est sont posées et le gros œuvre est achevé le 26 avril 1807. En juin, l'empereur, de retour de Friedland, défile sous les voûtes de l'arc avec sa garde. Toutefois, il faudra attendre le 4 janvier 1808 pour assister à son inauguration par l'empereur. La décoration sculptée fut choisie par Dominique Vivant-Denon, directeur du musée Napoléon, et dessinée par Charles Meignet entre juin et juillet 1806. Son exécution fut confiée à une quinzaine de sculpteurs. Celle-ci devait glorifier l'empereur et la grande armée. Les travaux furent terminés en août 1808. Le coût des travaux s'éleva à 1,4 million de francs. Napoléon se montra très insatisfait du résultat. Il trouvait l'arc médiocre en comparaison de la porte Saint-Denis bâtie par Louis XIV. Durant les bouleversements de 1815, l'arc fut mutilé. Les chevaux sont renvoyés à Venise, provoquant la destruction du char et la détérioration des deux allégories qui l'entouraient. Les bas-reliefs sont déposés. Les Bourbons, revenus au pouvoir, décidèrent dès 1823 d'orner les murs vides de bas-reliefs narrant l'expédition d'Espagne du duc d'Angoulême. Les sculpteurs mirent tant de temps que les œuvres n'étaient toujours pas achevées lors de la chute du régime en 1830. Seul le groupe sommital est reformé entre 1826 et 1828. 4 nouveaux chevaux y prirent place, tirant le char de la Restauration. Lors des journées de juillet, l'arc subit encore quelques mutilations et les bas-reliefs napoléoniens revinrent à leur place. Le 10 septembre 1888, l'architecte Edmond Guillaume le fait classer au monument historique et demande sa restauration. Demande longtemps différée faute d'accord et d'argent entre les différentes autorités. Bien que commençant à s'effriter, il fallut attendre 1930-1933 pour assister à sa restauration sur les ordres de l'architecte Albert Ferrand et selon le projet de son prédécesseur Camille Lefebvre. Le chantier s'ouvrit grâce au mécénat d'un Américain, Thomas Cochrane, qui versa la somme de 500 000 francs, et de l'historien de l'art Paul Marmottan, grand admirateur du Premier Empire. L'administration des Beaux-Arts compléta sur son budget les fonds nécessaires.
Aux difficultés de la crise s'ajoutèrent les effets de celle de 1929, entraînant une hausse des prix galopante. Pour des raisons d'économie, le chantier fut découpé en 2 phases. La première portait sur les faces sud et ouest, la seconde sur les faces nord et est. Ce stratagème permit des économies sur les frais d'échafaudage, et tant pis si on doublait le temps d'intervention. À la suite de sa campagne Tous mécènes, entre 2018 et 2019, l'établissement public du musée du Louvre a réussi à collecter les fonds nécessaires pour la restauration de l'Arc du Carrousel. Elle a débuté en novembre 2022 et devrait s'achever cet été. L'édifice est tétrapile, c'est-à-dire qu'il comporte des entrées sur chacune de ses 4 faces. Bien que s'inspirant des arcs de triomphe de l'Empire romain, l'arc parisien est un petit peu plus petit. L'édifice de Septime Sévère mesure 25 mètres de large sur 23 mètres de hauteur, tandis que celui de Constantin mesure 21,10 mètres de haut, 25,7 mètres de large et 7,4 mètres de profondeur. L'arc du Carrousel mesure 19,6 mètres de large, 6,7 mètres de profondeur, pour une hauteur de 14,6 mètres. Il ne diffère pas seulement par ses dimensions, mais également par sa décoration. Les 6 bas-reliefs sont en marbre blanc de Carrare. Chaque panneau mesure 1,75 mètres de haut pour 3,5 mètres de long. Ils furent sculptés dans 3 ou 4 morceaux dont les joints furent dissimulés soigneusement dans les motifs de la composition. Côté Louvre, on peut voir la capitulation d'Ulm par Pierre Cartellier et la bataille d'Austerlitz par Jean-Joseph Espercieux. Petit rappel historique. La bataille d'Ulm fut remportée par la Grande Armée sur l'armée autrichienne, commandée par le général Karl Mack, entre le 15 et le 20 octobre 1805. Napoléon va pousser son adversaire à s'enfermer dans la ville, toutefois, il refuse d'attaquer Ulm malgré les conseils de son état-major. Il sait qu'un assaut serait coûteux en hommes. Mack, de son côté, espère toujours l'arrivée des Russes. À court de nourriture, Mack livre la place forte aux Français. Les soldats vaincus défileront pendant 5 heures devant l'empereur. Les fantassins jetteront leurs fusils à ses pieds, tandis que les cavaliers abandonneront leurs chevaux. Tous sont destinés à être emmenés captifs en France. Les officiers, quant à eux, furent autorisés à conserver leurs armes et à rentrer chez eux, à condition de ne plus se battre contre la France. Conclusion, 25 000 Autrichiens sont capturés, ainsi que 60 canons. La bataille d'Austerlitz affronte la grande armée aux troupes de François Ier, empereur d'Autriche et du Saint-Empire germanique, ainsi qu'aux forces d'Alexandre Ier, tsar de Russie, le lundi 2 décembre 1805. Les 3 souverains étant présents sur le champ de bataille, ce combat est surnommé la bataille des 3 empereurs. Après 9 heures de combat, la Grande Armée, malgré son infériorité numérique et grâce aux stratégies militaires de Napoléon, met en déroute, encercle et bat de façon décisive les forces de la 3e coalition. Rue de Rivoli, l'entrée de l'armée française à Munich par Clodion et Napoléon ramenant le roi de Bavière. Côté du jardin des Tuileries, l'entrée à Vienne par Louis-Pierre de Seine. Napoléon se dirige vers Vienne, tandis que l'empereur François Ier d'Autriche se dirige avec ses hommes vers l'armée russe. L'empereur français entre donc dans la capitale autrichienne le 13 novembre 1805 sans combattre. Napoléon s'installe au château de Schönbrunn, résidence des Habsbourg, et confie Vienne au général Clark et au conseiller d'État Pierre Daru. L'armée française en profite pour récupérer 2000 canons, 100 000 fusils, 600 000 quintaux de poudre à canon, 600 000 boulets et 160 000 bombes. L'entrevue des 2 empereurs à Tilsit par Claude Ramey. Les traités de Tilsit sont 2 accords signés en juillet 1807 dans la ville de Tilsit par l'empereur Napoléon Ier, après avoir remporté la bataille de Friedland. Le premier traité fut signé le 7 juillet en secret par Napoléon et le tsar Alexandre Ier lors d'une rencontre sur un radeau au milieu du Niémen. Le deuxième traité fut signé 2 jours plus tard avec le roi de Prusse. Ces traités mettent fin à la guerre de la 4e coalition contre la France aux dépens de la Prusse qui va perdre près de la moitié de ses territoires. Et du côté de la Seine, la paix de Presbourg par Jacques-Philippe Le Sueur. Le traité de Presbourg est signé le 26 décembre 1805 entre la France et l'Autriche à la suite des défaites des troupes de cette dernière à Ulm et à Austerlitz. Les possessions autrichiennes en Italie et en Bavière sont cédées à la France.
Napoléon souhaite humilier son ennemi, tandis que Talleyrand préconise la modération. L'Autriche doit également payer une indemnité de 40 millions de livres à la France. Napoléon récompense également ses alliés en octroyant à Maximilien de Bavière le titre de roi et des terres. Charles Frédéric de Bade devient grand-duc et Frédéric de Wurtemberg devient roi. Le traité de Presbourg marque la fin du Saint-Empire romain germanique. L'architecte connut plusieurs déboires avec les colonnes. Il voulait utiliser du granit, mais il dut y renoncer en raison des délais et employer des colonnes de marbre du Languedoc qui avaient été taillées pour le Grand Trianon de Versailles. Lors de la pose, un accident survint à la deuxième colonne de gauche sur la face est. Les liens et les cales qui l'enveloppaient glissèrent au moment où elle se trouvait entièrement suspendue. La colonne se fondit en deux. Drame. Du mastic et des goujots en fer rassemblèrent les deux morceaux. La réparation a résisté au fil du temps, mais a tout de même provoqué un léger désordre au niveau de l'entablement. Les 8 colonnes de marbre rouge sont surmontées d'un chapiteau corinthien en bronze. Elles ornent les 2 faces principales de l'arc et soutiennent un entablement en ressaut sur lequel sont placés autant de statues pédestres représentant les soldats en uniforme de parade qui composaient l'armée impériale. Les soldats sont plus grands que nature, 3,8 mètres de hauteur en moyenne. Ils sont en marbre blanc de Carrare et furent sculptés dans des blocs monolithes. Côté Louvre, de gauche à droite, nous avons un cuirassier par Auguste Tonnet. Un cuirassier était un cavalier militaire lourdement équipé et armé. Les cuirassiers étaient protégés par une cuirasse, ce qui leur a donné leur nom. Un dragon par Charles-Louis Corbet. Un dragon était un soldat qui se déplaçait à cheval mais combattait à pied, tel un fantassin. Un chasseur à cheval par Jean-Joseph Foucault. Un chasseur à cheval est un type de cavalier militaire appartenant à la cavalerie légère, chargé généralement de missions de reconnaissance et d'éclairage. Théodore Géricault représenta un officier dans un tableau de 1812. Un grenadier à cheval par Joseph Chinard. Les grenadiers sont un régiment de cavalerie lourde. Ils n'interviennent qu'occasionnellement dans les batailles, étant tenus en réserve aux côtés de Napoléon. Néanmoins, leur intervention donne souvent des résultats spectaculaires. Ils sont représentés dans une île sur toile d'Édouard de Taille datant de 1893. Du côté des Tuileries, toujours de gauche à droite, nous avons un grenadier par Robert Guillaume d'Ardel. Les grenadiers sont des soldats se distinguant par l'usage de la grenade. Ils forment des unités spécialisées dans l'assaut pendant les guerres de siège. Les grenadiers sont des soldats d'élite ayant plus de 50 services et s'étant distingués au moins au cours de 2 campagnes. Détail plus surprenant, ils sont tous de grande taille, mesurant au moins 1,76 m, ce qui peut nous paraître assez petit à notre époque actuelle, mais remettez-vous dans le contexte de ces années 1805, où là, effectivement, vous auriez eu la chance de passer pour un géant. Géant, peut-être pas tant que ça si vous aviez le malheur d'être dans le même régiment que le soldat Celiacus qui mesurait 2,30 m. L'admission au sein des grenadiers imposait aux candidats d'avoir une réputation irréprochable, aussi bien sur le plan moral que militaire. Ces soldats étaient si importants que le reste de l'armée impériale les appelait messieurs. Corps d'armée dirigé par l'empereur lui-même, les soldats se battaient en tenue de parade. Un carabinier par Antoine Mouton. Comme son nom l'indique, un carabinier est un soldat armé d'une carabine. Il pouvait servir au sein de la cavalerie lourde ou de l'infanterie. Un canonnier par Charles-Antoine Bridon. Officier d'artillerie surnommé à Toulon le capitaine Canon, Napoléon fera de cette arme savante, améliorée par Gribeauval, une pièce maîtresse de sa tactique. Au cours de l'Empire, le nombre de bouches à feu ne cessera d'augmenter. Vous l'aurez compris, un canonnier gère les canons et adopte le style des boulets en fonction de la distance à parcourir et du type de dégâts qu'il veut occasionner. Un sapeur par Auguste Dumont, qui aurait pris Mariol pour modèle, un soldat réputé pour sa force. Un sapeur est un soldat appartenant au génie. Il est chargé de l'exécution des sapes, c'est-à-dire des ouvrages souterrains permettant de renverser un édifice ou bien encore des tranchées. Ils sont également chargés de gérer l'approvisionnement en eau en cas d'incendie, ce qui donnera plus tard les sapeurs-pompiers.
Cette série de statues est intéressante par la précision des uniformes et la véracité des attitudes, à une époque où prévalait la nudité et l'idéalisation antique reprise dans l'architecture en soie du monument. La frise est constituée de panneaux en marbre rouge proches de la griotte. Ceux qui recouvrent la face des ressauts à l'aplomb des colonnes ont dû être lésionnés avec le reste de la frise par des tiges de fer. Hélas, en rouillant, elles ont provoqué l'écartement des blocs, voire l'éclatement du marbre. D'où une importante phase de restauration 25 ans après sa construction. Sur les frontispices, diverses inscriptions sont lisibles. Je vous les lis, vous pouvez même les lire avec moi. Façade Est ou côté Louvre. L'armée française embarquée à Boulogne menaçait l'Angleterre. Une troisième coalition éclate sur le continent. Les Français volent de l'océan au Danube. La Bavière est délivrée, l'armée autrichienne prisonnière à Ulm. Napoléon entre dans Vienne, il triomphe à Austerlitz. En moins de 100 jours, la coalition est dissoute. Sur la façade sud ou côté Seine, honneur à la grande armée, victorieuse à Austerlitz, en Moravie, le 2 décembre 1805, jour anniversaire du couronnement de Napoléon. Façade ouest ou côté jardin des Tuileries, à la voix du vainqueur d'Austerlitz, l'Empire d'Allemagne tombe. La Confédération du Rhin commence, les royaumes de Bavière et de Wurtemberg sont créés. Venise est réunie à la couronne de fer. L'Italie entière se range sous les lois de son libérateur. Façade nord ou côté rue de Rivoli, maître des États de son ennemi, Napoléon les lui rend. Il signe la paix le 27 décembre 1805 dans la capitale de la Hongrie, occupée par son armée victorieuse. Florale en 5 de la République, c'est la campagne d'Italie. Cette dernière, vaincue, tombe aux mains de Bonaparte. Les Français entrent dans Venise, qui par le 5e article secret du traité de paix du 15 mai 1797 s'est engagé à céder 20 tableaux et 500 manuscrits. Loin de s'en contenter, Napoléon s'empare des 2 plus fameux trésors vénitiens, le lion de Saint-Marc et 4 chevaux en bronze doré placés au-dessus du portail central de la basilique. Sculptés par Lysippe sous Alexandre le Grand à l'époque hellénistique, ils ornaient à Corinthe le temple du Soleil. Une première fois kidnappés au 5e siècle par l'empereur Théodose, ils rejoignent Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, afin d'en décorer l'hippodrome. En 1204, les croisés entrent dans Constantinople et la pillent. Les Vénitiens ravissent à leur tour les chevaux et les installent donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la façade de la basilique. En guise de trophée de guerre, témoignage d'une éclatante supériorité sur l'Orient. C'est là que Bonaparte vient les chercher en mai 1797. Ils sont expédiés en grande pompe à Paris où une cérémonie particulière les y accueille. Avant de coiffer le sommet de l'arc du carrousel, les chevaux trôneront pendant 6 mois en haut de l'esplanade des Invalides, dormiront quelques années dans un dépôt et accueilleront les visiteurs du haut des grilles du château des Tuileries. La réalisation du groupe sommital devait être en métal afin de s'accorder avec les chevaux volés. Denon proposa, pour des raisons économiques, d'utiliser du plomb doré au lieu du bronze. 104 000 francs pour le plomb contre 244 000 francs pour le bronze. Les 4 chevaux devaient tirer un char conduit par l'empereur, escorté par les allégories de la paix et de la guerre. Le sculpteur François-Frédéric Lemot est chargé du modèle et sans doute de l'exécution. L'empereur apparaissait drapé dans un ample manteau brodé des abeilles impériales. Il portait le grand collier de la Légion d'honneur et tenait de sa main droite un sceptre surmonté de l'aigle de l'Empire. La statue ne surmonta l'arc que peu de temps, car Napoléon, la jugeant indécente, ordonna que la statue soit descendue. Il déclara « Ce n'est pas à moi, mais aux autres à me faire des statues, que le char avec les victoires s'est achevé, mais qu'il reste vide. » Les Parisiens assistèrent, sans en connaître la raison, à la descente de la statue de l'empereur. Un nettoyage ou une réfection sans doute. Ne le voyant pas revenir, un jeu de mots circulera à son sujet, faisant sourire le tout Paris. Le char l'attend. Que si vous dites un petit peu plus vite, cela donne le charlatan. Les Parisiens ont toujours eu un grand sens de l'humour. La statue trouva refuge à Versailles, puis dans les jardins du château de Malmaison, ensuite à Fontainebleau, avant de revenir au Louvre où il est possible de l'admirer aujourd'hui.
Après la défaite de Waterloo en 1815 et l'instauration de la Restauration, la France rendit le quadrige aux Autrichiens qui le rapportèrent à la cité des Doges, détruisant le groupe au passage. Le sommet de l'arc restera vide de 1815 à 1828. Le 4 novembre, le roi Charles X inaugure un nouveau quadrige en bronze du sculpteur François-Joseph Boziaux, qui remplace et rappelle la composition d'origine. Une effigie de la Restauration, tenant un sceptre à l'effigie de Louis XVIII, est placée dans le char. Coût du groupe, 114 475 francs. Avec la disparition du palais des Tuileries, l'arc du Carrousel peut paraître perdu sur la Grande Place. Pourtant, il offre aux promeneurs une perspective incroyable vers l'obélisque de la place de la Concorde, les Champs-Élysées et l'arc de triomphe de la place de l'Étoile. Le monument napoléonien a failli être doublé par l'arc de triomphe de Caracalla, érigé à Djémila en Algérie. En 1839, le duc d'Orléans projeta et commença même à démonter le monument algérien pour le remonter entre les Tuileries et la place de la Concorde. Ce projet n'a heureusement pas abouti et l'arc trône toujours à Djémila. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que vous avez apprécié la visite et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle découverte. En attendant, passez une excellente journée.